merci d'être venu jusqu'à... On a toujours un peu peur, on se disait, quand on propose quelque chose à 17h15, mais bon, comme quoi vous nous faites mentir, donc c'est parfait. Eh bien, je vais tout de suite laisser la parole donc à Uniformation, qui va se présenter, et puis j'espère que vous allez avoir plein de questions à leur poser sur les métiers de la cohésion sociale. Voilà, très bonne conférence. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Muriel Varzignac, conseillère emploi-formation de l'OPCO Uniformation. Je suis accompagnée de ma collègue. Bonjour, donc moi c'est Marion David et je suis aussi conseillère emploi-formation à Uniformation. On va vous expliquer ce qu'est un OPCO, pourquoi on est là pour parler des métiers de la cohésion sociale. On a quand même un petit support parce que la fin de journée, elle est pour nous aussi et ça nous aide un peu. On va vous dire ce qu'on entend, nous, au sein des associations, des structures, des entreprises avec lesquelles on travaille, ce qu'on entend derrière le terme de cohésion sociale, quels sont les métiers et les compétences qui leur sont associées, et puis vous donner quelques tips, des sites, par exemple, sur lesquels vous pouvez trouver de l'info et des offres d'emploi également à aller visiter qui peuvent aider à préparer les projets. Alors, on va commencer par se présenter rapidement, alors sans vraiment rentrer dans le détail de tous les chiffres, mais de vous dire donc que nous, on est opérateurs de compétences. On va voir juste après les missions que l'on a auprès des employeurs du secteur de la cohésion sociale. Simplement pour vous dire que la cohésion sociale aujourd'hui en France, ça représente à peu près 62 000 structures et un peu plus d'1 million de salariés qui interviennent dans ce secteur-là. Et les branches qui nous accompagnent au quotidien, elles sont au nombre de 18, enfin entre 17 et 18, ça bouge un petit peu en fonction des années. Et on travaille essentiellement avec des associations, on a aussi quelques coopératives et puis des organisations syndicales, mais c'est vrai que la grande majorité, ça va être associations ou mutuelles. Et puis quelques grandes structures dont on croit parfois qu'elles sont du service public, mais ça n'est pas le cas. Par exemple, tout ce qui est la sécurité sociale, c'est les salariés du privé. Pôle emploi, c'est les salariés du privé. Les bailleurs sociaux, l'OPAC, voilà, toutes ces structures-là emploient des salariés du privé. Ce ne sont pas du tout des fonctionnaires. Et donc, ils font partie de la cohésion sociale également, ces grandes entreprises. Alors, peut-être juste vous dire rapidement ce qu'on fait au quotidien quand on est dans un OPCO. Donc, on est, nous, plutôt en lien avec les employeurs du secteur de la cohésion sociale et on va les accompagner sur leurs projets de recrutement, sur leurs projets de formation. Donc, le recrutement, ça va être plutôt sur le volet alternance, donc des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage, mais aussi la possibilité de former des personnes qui sont déjà en poste et qui ont envie d'évoluer au sein de leur structure. Voilà, travailler sur les besoins de formation, on a parfois des secteurs qui ont du mal à trouver des candidats, donc travailler sur l'attractivité des métiers, comment attirer des gens, comment fidéliser, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas là en tant qu'employeur, ni représentant d'un secteur en particulier, mais parce qu'on travaille avec cette quinzaine de secteurs d'activité et c'est ce qui permet qu'on connaisse un peu leurs besoins et puis qu'il nous faut confiance quand on leur demande, par exemple, de répondre à notre baromètre annuel sur quels sont vos besoins, quelles sont les compétences importantes pour vous. Et c'est des choses dont on va vous parler qui peuvent vous être utiles, voilà, de savoir dans ce type de métier, ce type d'activité, plus tard, éventuellement, si vous souhaitez les intégrer, quels sont les besoins? Alors là, on vous a remis les secteurs que couvre la cohésion sociale pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise des domaines. Alors, nous, on raisonne en grands domaines d'activité. Donc, on en a six grands domaines. Le premier secteur, ça va être plutôt tout ce qui est en lien avec l'animation, l'accompagnement de la jeunesse, des loisirs. Donc, on va retrouver le tourisme social et familial, on va retrouver les MJC, les centres de loisirs, il peut y avoir des écoles de musique, des écoles de danse aussi qui appartiennent à ce secteur-là. L'éducation de l'environnement, toutes les structures qui défendent l'environnement ou qui accompagnent des publics, des enfants ou des moins jeunes d'ailleurs, à connaître et à défendre l'environnement. Il y a des besoins, je crois, en ce moment.
Un autre secteur qui est plutôt tourné autour de l'aide à domicile, l'accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées. Donc on a les associations d'aide à domicile telles que l'ADMR par exemple, d'autres associations de ce secteur-là. Toutes les crèches aussi associatives, les centres sociaux qui dépendent aussi du champ de la cohésion sociale. Ensuite, il y a un gros volet sur tout ce qui est emploi et insertion. On travaille avec les ateliers chantiers d'insertion, donc qui accompagnent au quotidien des salariés qui sont en contrat d'insertion, qui ont eu des parcours de vie parfois un petit peu compliqués et qui se remettent petit à petit dans le monde du travail. Donc il y a ce SAS avant de retourner sur des contrats plus classiques. Et donc on est amené à accompagner ces structures aussi qui ont besoin de former leurs salariés en insertion, qui ont besoin d'accompagnement. Les missions locales et puis France Travail qui font aussi partie du champ de la cohésion sociale. Et qui recrutent des conseillers en emploi, formation ou en insertion professionnelle. Dans la protection sociale, on va retrouver la mutualité. Donc la mutualité, ça va être par exemple l'optique, le dentaire, l'audition, mais ça peut être également les complémentaires. Donc des personnes qui vont calculer le risque pour calculer combien ça coûte de prendre une mutuelle, qu'on soit salarié, indépendant ou qu'on décide de couvrir toute sa famille. Et puis ensuite, ils vont calculer vos remboursements quand vous envoyez vos dossiers de remboursement en télétransmission par le médecin, et aussi bien à la sécurité sociale, un régime général de la sécurité sociale, que dans les mutuelles. Ces salariés-là font partie de la cohésion sociale, puisque la santé, ça fait partie de ce dont on a besoin tout au long de la vie. Ce qu'il y a sous régime général de la sécurité sociale, c'est aussi la CAF, les salariés des caisses d'allocation familiale, la CARSAT, la retraite, les conditions de travail. Toutes ces personnes qui travaillent dans ces secteurs-là d'activité sont des salariés du privé et leurs employeurs participent des structures de la cohésion sociale. Et puis l'habitat social que j'avais commencé à citer un petit peu, donc les entreprises sociales pour l'habitat et les offices publics de l'habitat qu'on connaît, on voit ici dans la métropole de Lyon, Lyon Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, l'OPAC du Rhône qui a changé de nom récemment, c'est les deux rives, deux fleuves, qui loue, mais qui également commercialise, qui également finance et cherche à construire du logement social. Donc là, vous imaginez bien, rien que sur ces trois services possibles, le nombre de métiers qu'il peut y avoir derrière, sur le contact avec des locataires, avec des partenaires, avec des ressources, et puis bien sûr les côtés techniques, bien entendu, quand on construit, quand on rénove, ça se fait pas tout seul. Et puis ceux qui les accompagnent, qui nous accompagnent, quand on a besoin parfois d'une aide sur... c'est à la mode en ce moment, je préfère isoler son logement. Est-ce que ça existe toujours, les aides à l'isolation? Est-ce que je voudrais acheter? Comment je fais? Je suis pas sûre d'y arriver. Ces structures qui accompagnent les CAUE, le Pactarim sont des endroits où on va aller trouver du conseil. Tous ces endroits-là, ces associations-là qui sont là pour aider les gens, pour aider les jeunes, pour aider les moins jeunes, dans le parcours autour du logement, ce sont des employeurs de la cohésion sociale avec des métiers particuliers, de l'accompagnement, par exemple. Et puis on va retrouver également ce qu'on appelle dans la vie civile, ça regroupe tout un tas vraiment d'employeurs qui peuvent être de petite ou de grande taille, qui ne font pas partie d'un groupe particulier, qui n'appliquent pas une convention collective particulière, qui se retrouvent pas dans quelque chose qui est déjà prédéfini, mais qui ont des missions de service public et qui sont là pour, dans le quotidien, être en contact avec des bénéficiaires. Et là, il y en a des importants, je crois, parmi nos adhérents. On a Handicap International, par exemple. On a eu l'établissement français du sang. Des établissements comme ça qui sont des grandes structures associatives importantes, de grande taille, et qui ont beaucoup de salariés, qui ont beaucoup de services et beaucoup de besoins. Alors là, on vous a mis quelques exemples d'entreprises qui interviennent dans le champ de la cohésion sociale.
et qui reprennent un petit peu les branches qu'on vient de vous présenter, hein, donc effectivement handicap international, habitat et humanisme, le groupe Apicil pour la partie retraite complémentaire. On a aussi sur le secteur de l'insertion, par exemple, les Restos du Cœur ou Brigade Nature. Sur l'aide à domicile, on le disait tout à l'heure, l'ADMR. Ensuite, on va retrouver pour le tourisme social et familial VVF Village, qui intervient aussi sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'animation avec la Fédération des œuvres laïques. Voilà, c'est quelques exemples. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a à la fois des toutes petites structures qui interviennent dans le champ de la cohésion sociale, donc des petites associations, par exemple de moins de 11 salariés, 3-4 salariés qui interviennent, mais aussi des plus grandes associations, hein, quand on voit Apicil, Handicap International, même les Restos du Cœur, ils sont présents partout. Donc on est sur des tailles de structures assez variées, avec des organisations qui peuvent être aussi différentes. Dans les toutes petites structures, les dirigeants, ça va être des bénévoles, donc c'est pas forcément leur métier aussi. Donc c'est vrai que quand on intervient dans une petite association, on peut aussi avoir des missions qui sont très variées. On touche un petit peu à tout, donc suivant ce qu'on recherche, ça peut être intéressant, ou alors si on a besoin de missions peut-être plus cadrées, et on peut aussi s'y retrouver dans des plus grosses structures, voilà, dans ce champ de la cohésion sociale. Ce qu'il faut voir, c'est que quel que soit leur statut, on a parlé d'associations, d'ONG, de coopératives, quel que soit leur statut, ça reste des TPE, des PME ou des entreprises en termes d'organisation. Vous imaginez bien qu'une structure de plus de 50 salariés ou même plus, elle va avoir, comme partout, des services supports, en plus des cœurs de métier qui peuvent être évoqués là. Il y aura des animateurs dans une MJC, il y aura des auxiliaires de vie dans une association d'aide à domicile, et puis il y aura des gestionnaires de dossiers à la caisse d'allocation familiale, par exemple. Mais il y aura aussi un directeur des ressources humaines, un service financier, il y aura tout ce qu'on va retrouver comme service, support, donc, comme dans une entreprise, on va dire, traditionnelle, parce qu'il faut faire tourner ces entreprises de manière traditionnelle, quel que soit leur statut, si ce n'est que dans la plupart des cas, même jusqu'à celle d'une certaine taille, il y a un conseil d'administration bénévole qui fait aussi partie de la prise de décision. Nous-mêmes, Uniformation, il y a plus de 300 salariés, on est une association avec un conseil d'administration qui siège à côté de notre direction un certain nombre de moments dans la nuit. Le niveau de batterie est faible. Caroline, est-ce que tu sais où est le chargeur? Le chargeur. En fin de journée. Oui, pas de souci. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de regarder d'un petit peu plus près les métiers. Et donc là, on vous a affiché, Muriel le disait tout à l'heure, chaque année, on réalise un baromètre emploi-formation auprès de nos adhérents pour connaître leurs besoins en recrutement, les compétences qui sont recherchées, les secteurs où ça va recruter plus que d'autres. Et donc là, on vous a affiché le top 10 des métiers qui sont les plus recherchés dans nos secteurs d'activité. Donc on va retrouver effectivement en premier l'animateur de centre de loisirs, donc qui peut intervenir à la fois dans des MJC, mais dans des centres sociaux aussi, par exemple, ça peut fonctionner. Les intervenants d'aide à domicile, qui sont beaucoup recherchés. Voilà, c'est des associations qui sont en grosse difficulté de recrutement, donc qui recherchent en permanence sur du CDI, sur du CDD, sur du temps plein, du temps partiel. Ils sont ouverts à toute possibilité, à tout profil. Les aides-soignants aussi, qu'on va retrouver pareil dans le secteur de l'aide à domicile. Et on va retrouver, comme le disait Muriel, des métiers plus transverses, donc des chargés de mission, de l'administration, la communication aussi. On a pas mal de structures qui recrutent sur marketing, les réseaux sociaux. Voilà, la présence sur les réseaux sociaux. La petite enfance aussi, c'est un petit peu en termes de recherche de candidats, c'est un petit peu équivalent à l'aide à domicile, que ce soit pour des auxiliaires de puériculture, pour des éducateurs de jeunes enfants, ou même pour de la direction. Il y a des besoins, il y a des postes à pourvoir. Et puis, alors, technicienne de l'intervention sociale et familiale, c'est des personnes qui interviennent aussi dans les associations d'aide à domicile auprès d'enfants
ou de parents qui peuvent être en difficulté. Il y a un volet social et accompagnement qui est assez important. Donc voilà, c'est aussi un des métiers qui ressort parmi le top 10. On fait ce baromètre au niveau national et c'est vrai que là c'est des chiffres Auvergne-Rhône-Alpes qui viennent de structures qui ont accepté que leurs données soient partagées. Et par contre, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a quand même, parmi tous les répondants sur ce baromètre-là, ils étaient 588, donc 10% à peu près de nos adhérents actifs, on va dire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et il y en a 57% qui ont des projets de recrutement. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort uniquement des 10 premiers métiers sur les besoins repérés. On passe vite, hein, les chiffres après. Oui, comme ça, on aura le temps de prendre vos questions. Du coup, on leur a aussi demandé dans ce baromètre, par rapport à ces besoins, quelles étaient les compétences qui étaient importantes pour eux et qui, du coup, aussi bien par rapport aux salariés qu'ils ont déjà en poste que vis-à-vis de futurs accueillis, hein, que ce soit des alternants ou des salariés de contrat de droit commun, de quoi ils ont besoin. On sait très bien que dans certains métiers, il y a certains diplômes, c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement, que ce soit des métiers de la santé ou même du social ou de l'accompagnement des enfants. Il faut avoir un minimum de certification, sans quoi c'est pas autorisé. Les métiers qui sont réglementés, voilà, le terme m'échappait, merci. Mais dans tous les cas, le premier axe, c'est quand même des soft skills, hein, des savoir-être, et de plus en plus les employeurs qui savent très bien qu'ils ne vont pas forcément trouver sur le marché tout de suite disponible des personnes super qualifiées avec plein d'expérience, mais âgées de moins d'eux parce que c'est moins cher. Ils ont commencé à comprendre ça depuis quelque temps. Donc, allez, nous, on les incite aussi à être de plus en plus, recruter quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Et puis après la formation, on va s'en charger tous ensemble, si on n'est pas dans le cadre des obligations. Donc là, on va être vraiment sur l'autonomie, mais je crois que Marion a commencé à en parler en disant que quand on est dans des petites structures, que le dirigeant, celui qui a la signature, c'est un bénévole, donc qui n'est pas là tout le temps, et puis qui n'a pas été formé au management, qui n'a pas été formé à la compta, qui n'a pas été formé à. Il est là avec sa bonne volonté, avec son envie que ça fonctionne, avec les bénéficiaires de son quartier auquel il pense, auquel il apporte des services. Il a besoin qu'il y ait un directeur, un coordinateur qui soit une espèce de couteau suisse. Donc le couteau suisse, il faut qu'il soit un peu autonome et qu'il sache organiser son travail. Il n'est pas laissé tout seul dans la nature, hein. Il y a de l'accompagnement, il y a de l'onboarding, hein, comme partout. Il y a du tutorat, il se passe plein de choses au sein des structures, même petites. Hein. Mais néanmoins, c'est important d'être... dans certaines structures, dans les plus petites, de se dire il faut pouvoir être assez polyvalent. Donc c'est intéressant pour ceux qui le souhaitent effectivement. Du travail en équipe dans la plupart du cas, parce que on est quand même sur des services apportés aux autres et on ne l'apporte pas tout seul et on ne l'apporte pas que pour soi. Donc on est sur quelque chose qui se déroule ensemble, qui se déroule dans un collectif qui va au-delà aussi de l'employeur lui-même, de la structure employeur et des collègues, puisque il y a des partenaires. Il y a beaucoup de partenariats locaux et territoriaux. Quand on travaille dans ces secteurs d'activité, il faut pouvoir travailler avec eux également. Des imprévus, c'est tout le temps. Le premier des imprévus, c'est celui qu'on vit pas mal dans le milieu de l'emploi et de la formation ces derniers temps, c'est que d'un coup, il faut faire 20 milliards d'économies, donc il y a des imprévus, et il faut gérer un petit peu autrement que ce qu'on avait prévu, la fin du premier semestre 2024, par exemple. Je crois que dans les associations, c'est un petit peu ça aussi. La conduite de projet, parce que tout est en mode projet et pas seulement sur le côté premier degré, on travaille tous en mode projet. Non, c'est vraiment important d'avoir une espèce de vision macro de comment les choses peuvent se passer dans ces secteurs d'activité, parce que l'agilité, là, n'est pas un vain mot, et on essaye vraiment d'être toujours créatif dans sa façon de fonctionner, parce qu'il y a parfois un petit peu du bout de ficelle, et voilà, il faut savoir les nouer. La communication, bien sûr, l'intérêt pour l'usager, ça c'est primordial, puisqu'il y a très peu des activités. Le service support, il va être en rapport avec son client interne, et tous les autres, ils sont en rapport avec des clients externes, qui sont souvent pas des clients, mais des usagers, des bénéficiaires, plus ou moins autonomes, plus ou moins fragiles, plus ou moins réceptifs. Donc il y a une attention particulière
beaucoup de dossiers, parce qu'il faut faire beaucoup de demandes de subventions, il faut faire beaucoup de bilans, comme qu'on a bien dépensé les sous qu'on a eu lors de sa demande de subvention. Et donc, c'est vrai que la communication écrite, la manière de rédiger ses rapports ou de se présenter à l'oral devant des financeurs, c'est important pour certains des postes, hein, pas pour tous, heureusement. Le numérique, mais ça, maintenant, qui peut s'en passer, hein, on se rend compte que parfois, même parmi les personnes qui sont au sein des entreprises depuis longtemps ou qui ont fait un bon niveau d'études ont parfois un petit peu dépassé sur le numérique, donc ça devient vraiment quelque chose qui doit évoluer. Et puis renseigner des publics, gérer son stress parce que les publics sont dans le stress, parce que son directeur est dans le stress, parce que son président est dans le stress. Donc, mais ça, je crois que tout le monde est un petit peu dans le stress. Ouais. Et donc, comme je le disais, la communication, la rédaction des supports également, c'est l'évaluation de ces résultats, être en capacité de répondre à des besoins d'évaluation, des commandes qui sont faites, hein, en particulier de ses partenaires et de ses financeurs, et puis de savoir soi-même s'auto-évaluer, parce que c'est aussi tout l'intérêt de travailler dans ce style de structure, c'est qu'on a quand même aussi une autonomie de fonctionnement et de fabriquer ses propres outils, et ce qui est plutôt intéressant. Alors, depuis quelques années, et puis là vraiment depuis ces derniers mois, la transition écologique, c'est quelque chose qui est très présent au sein des associations, même au sein d'Uniformation. Il y a beaucoup d'actions qui sont développées dans ce sens-là, donc on a essayé de résumer un petit peu les champs sur lesquels les associations ont envie de travailler ou ceux sur lesquels elles ont déjà agi. Donc on va retrouver, alors après ça va dépendre, c'est pareil, des secteurs d'activité, mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites en direction des usagers, des bénéficiaires pour sensibiliser au développement durable, à l'environnement, sur les gestes professionnels aussi qui peuvent permettre de faire des économies, le tri des déchets aussi qui est présent par exemple dans les crèches, dans les structures d'aide à domicile, dans les structures d'insertion. L'éco-conduite aussi, c'est pareil, ça va dépendre des secteurs d'activité, mais dans l'aide à domicile, les personnes, suivant le territoire où elles interviennent, elles utilisent leur véhicule. Donc il y a aussi des actions qui sont faites pour sensibiliser les salariés sur ces questions-là. Voilà, appliquer la réglementation, les gestes professionnels, et puis comment communiquer de manière globale autour de ces questions. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ça impacte quand même pas mal de secteurs. On parlait des services supports, on va acheter différemment, on va rédiger autrement ces appels d'offres, on va choisir autrement ces prestataires, quels qu'ils soient. On va peut-être on va changer le parc de véhicules, par exemple, on va peut-être acheter son papier différemment, on va peut-être décider de rédiger ses mails autrement. Donc, et tout ça, c'est aussi une appétence, parce que c'est vrai que le milieu quand même associatif et de la cohésion sociale y est plus sensible, mais pas comme tout le monde, hein, on n'arrive pas à mettre le pied dedans, donc c'est intéressant que les nouveaux arrivants ou des collectifs participent aussi à tous ces efforts et à ces innovations. Sur les outils. Ah non. Ouais. Donc là, c'est un petit peu pour corroborer ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein, c'était quels étaient les besoins qui étaient déjà repérés. Et puis là, c'est vraiment par rapport aux métiers qu'ils recherchent eux précisément. Donc par rapport au top 10 qu'on évoquait tout à l'heure, quelles sont les compétences importantes. On a des questions où on leur demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à recruter? J'ai eu besoin de recruter, j'y suis arrivée. Non, pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé la personne diplômée. Ok, dans certains métiers c'est le cas. Mais sinon c'est parce que j'ai pas réussi à trouver la personne qui avait les soft skills qui était celle qui était nécessaire à mon équipe, à mon organisation, à mon activité. Et c'est vrai que c'est quand même, on va retrouver tout le temps ces besoins-là, beaucoup de rigueur aussi, et puis être propositionnel, parce qu'on n'est pas très très nombreux dans les équipes, donc à partir du moment où on n'est pas très très nombreux, il faut mettre tous ces cerveaux en réseau pour pouvoir être meilleurs tous ensemble. On va vous présenter quelques outils aussi que vous pouvez aller consulter pour en savoir un petit peu plus, parce que c'est vrai que là on a que 30 minutes, donc c'est rapide, mais sur le site d'Uniformation, vous allez pouvoir retrouver pas mal de descriptions
de poste. Voilà, quelles sont les missions, dans quelles conditions on intervient, quel secteur d'activité, etc. Avec des outils que vous pouvez télécharger. Il y a un petit quiz aussi qui est fait pour voir par rapport à votre parcours, à vos appétences, etc. Vous orienter vers un métier qui pourrait correspondre à vos attentes. On est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Donc, vous découvrirez Ryan, qui est un de nos collègues de la com, qui est la mascotte du service communication national d'Uniformation et qui, avec d'autres, bien sûr, d'autres collègues et puis des partenaires, fait tout un tas de vidéos qu'il met en ligne sur TikTok et sur Instagram en particulier. Donc, du coup, c'est très court, mais ça permet de découvrir facilement un certain nombre de métiers et de tips sur des candidatures. Il y a aussi des vidéos que vous pouvez retrouver sur notre compte YouTube de présentation des métiers. On vous a mis 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. L'aide médico-psychologique et puis l'éducateur de jeunes enfants, où on est allé filmer des professionnels du secteur pour présenter les métiers et donner envie aussi de venir travailler dans ce secteur-là. Et puis on vous a listé un certain nombre de sites internet sur lesquels vous allez pouvoir retrouver des annonces. Donc il peut y avoir des CDD, des CDI, des stages, de l'alternance. En ce moment, il y a de l'alternance. C'est le moment, puisqu'on rentre dans les premiers moments où les employeurs mettent leurs annonces pour la rentrée. Donc l'UDES, c'est l'Union des entreprises de l'économie sociale. Donc c'est l'un des partenaires, bien entendu, d'Uniformation. Ambition ESS, c'est vraiment un site Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est plutôt intéressant parce que c'est que des annonces locales. Jobs Make Sense, c'est France entière et on va retrouver des offres d'emploi à impact de France entière, donc pas seulement des adhérents d'Uniformation, évidemment, mais de ce qu'on nomme les entreprises à mission, parfois. Ensuite, des sites qui sont vraiment ceux de nos adhérents. L'ANEM, c'est la mutualité, la Sécu, c'est la sécurité sociale, les HLM, donc ils ont leur propre site sur lesquels ils mettent toutes leurs annonces France entière, et là avec tous les métiers possibles, les métiers support, les métiers cœur de métier, quels que soient les services et toutes les annonces ouvertes. Et puis, on est, nous, en train de fabriquer avec notre service communication au niveau national un portail, en fait. On ne va pas faire le énième site d'annonces sur lequel les employeurs devront aller mettre leurs annonces. C'est pas ça, c'est que ça va être un assemblier de cela et d'autres en France entière qui émettent, qui délivrent des annonces et pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc, comme on n'a pas mis notre support à jour, évidemment, c'est la cohésionsocialrecrute.com. Et donc, sur la cohésionsocialrecrute.com, on va trouver des annonces, on va trouver des infos, on va trouver la présentation des branches professionnelles, des secteurs d'activité qu'on vous a mis sur les premières slides. Et il y a des fiches métiers sur notre site internet également. On a quelques dizaines déjà à ce jour. Pour la présentation, c'est bon. On a encore quelques minutes pour des questions. Si vous avez des questions. Bonjour, donc voilà, je voulais savoir au niveau des métiers en tension dans l'animation, donc c'est plutôt centre de loisirs, voilà. Est-ce que le DEGEPS, par exemple, pas pour les centres de loisirs, mais plutôt dans les centres sociaux, Les MJC aussi. et les MJC avec les adultes, enfin auprès de public adulte, est-ce que c'est un sport, mais des métiers qui sont reconnus comme en tension? Et si c'est oui, ça m'intéresse parce que du coup, et non, j'aimerais bien. Pour info, le DEGEP, c'est un diplôme du ministère de Jeunesse et Sport. C'est un bac plus 2. Ouais, c'est ça. BPGEP, c'est un niveau bac, DEGEP, bac plus 2, et qui permet de coordonner l'animation pour des enfants ou des jeunes ou des adultes dans le centre de loisirs, des MJC ou des centres sociaux. Animateur est un métier en tension. Ça, c'est sûr. Coordinateur l'est un peu moins. Et là, on rentre plus dans les missions de coordinateur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, parce qu'en l'occurrence, il y a quand même pas mal de turnover dans les centres sociaux, dans les MJC, dans les centres de loisirs. Et puis, il y a une obligation, c'est-à-dire qu'ils ont des subventions
de la CAF, les centres sociaux en particulier. Et pour avoir accès à certaines de leurs subventions, il faut que une proportion des collaborateurs soit diplômés de tel niveau, tel niveau, tel niveau. Et en l'occurrence, le DEGEPS fait partie de ces diplômes nécessaires et de ces niveaux de diplôme nécessaires. Donc oui, se rapprocher des centres sociaux, des MJC, ou centres de loisirs de votre territoire. Alors, je n'ai pas regardé avant de venir si c'était sur la liste des métiers en tension par rapport au scoring de transition pro. Ouais, ça je... Animateur, oui, effectivement, c'est sur la liste des métiers porteurs. Voilà. C'est suite à votre demande qu'on l'avait rajouté, justement. Animateur avec un DEGEPS ou avec un DDGEPS? Alors en fait, derrière, ce qu'on va regarder, c'est la pénibilité du poste. C'est-à-dire que c'est animateur, mais au sens d'animateur CDI, c'est-à-dire que ce pas les saisonniers qui sont avec le BAFA. Donc c'est vraiment derrière des GEPS et des GEPS. C'est plutôt le DGEPS, parce que le DGEPS, mais ça à mon avis, là, ça permet quand même de scorer dans la mesure où on est bien sur un métier pérenne, parce que là, avec le DE, on est sur un poste pérenne au sein d'une structure qui a des besoins en recrutement et sur laquelle il y a du turnover, donc il doit y avoir des postes. Vous avez d'autres questions? Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci pour votre attention. Excellente fin de journée. À vous tous. Au revoir.